Il est 8h03, c'est le moment de faire entrer l'invité. Radio 2M. Faites entrer l'invité. Avec Fathia Laouni. Il y a un an, jour pour jour, le 22 mars 2016, la capitale belge était frappée par deux terribles attentats, les pires de son histoire. Une attaque dans le hall de l'aéroport de Zaventem. Deux hommes de kamikazes avaient déclenché leur ceinture explosive. 16 personnes ont perdu la vie, 320 autres ont été blessées. La population sous le choc n'a même pas eu le temps de réaliser ce qui se passait que quelques minutes plus tard, un troisième terroriste se faisait sauter dans une rame de métro. Bilan, 16 morts. Cette journée du 22 mars est aujourd'hui encore gravé dans toutes les mémoires. Ce mercredi, des commémorations ont lieu il y a quelques instants à l'aéroport de Bruxelles-Zaventem en présence du roi Philippe et de la reine Mathilde. Les familles des victimes étaient bien sûr présentes. En ce moment, autre commémoration, cette fois-ci à la station de métro Malbec. Une stèle, une sculpture monumentale sera inaugurée près du siège de la Commission européenne. Ce matin, les métros, bus et trams de la capitale belge s'arrêtent. Une minute de silence observée à la mémoire de toutes les victimes avec nous, mais nous ne pourrons pas la retenir très très longtemps parce qu'elle est en ce moment aux commémorations. La femme d'un rescapé, elle est marocaine. Loubna Lahli, bonjour. Oui, bonjour. Merci d'être avec nous, Loubna. Votre mari travaillait au comptoir de départ de l'aéroport. Lorsqu'il a été soufflé par une bombe, il y laissera sa jambe. Loubna, j'aimerais tout d'abord vous demander comment vous allez, comment va votre famille, comment va votre mari. Mais écoutez, après ces terribles événements qui ont frappé la Belgique, c'était une année très 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 difficile qui a chamboulé toute la Belgique, qui a chamboulé toutes les familles des victimes et qui a changé la vie des victimes directes. Vous trouvez où là, Loubna? Je me trouve à l'aéroport. On est à l'instant au mémorial, à l'entrée de Zaventem, de l'aéroport. Et voilà, c'est un recueillement pour venir commémorer un peu, venir rendre hommage aux victimes des attentats. Loubna, cette commémoration est importante pour vous et pour votre famille, ou vous vous dites qu'il faut oublier aujourd'hui? Mais bien sûr, c'est important, c'est une reconnaissance, mais c'est aussi un grand moment de tristesse, on se souvient de ce qui s'est passé, de cette journée noire qui a changé toute notre vie, en fait, qui a frappé toute la Belgique. Il y a beaucoup de monde en ce moment à l'aéroport, Loubna? Oui, il y a beaucoup de gens, il y a beaucoup de monde, il y a beaucoup de victimes, il y a des familles des victimes, il y a des agents de police, des militaires, des pompiers. Tout le monde est présent aujourd'hui pour rendre hommage aux victimes, pour les soutenir, pour être à leur côté, pour leur tenir, pour leur tendre la main et être là et se souvenir d'eux à jamais, surtout pour les victimes qui sont parties. Voilà, il y a cette première commémoration à l'aéroport. On s'excuse pour nos auditeurs parce qu'il y a beaucoup de bruit derrière vous, mais c'était important, mais c'est pas grave, c'était important de vous avoir avec nous ce matin. Il y a une commémoration qui va suivre, cette fois-ci à la station de métro. Alors, à l'instant même, il y a une deuxième commémoration à Malbec et il y aura ensuite un mémorial à Schumann. Voilà. Loubna, suite à ce drame terrible, vous avez décidé, vous, de ne pas baisser les bras et vous avez créé une association pour soutenir justement et aider les familles des victimes du terrorisme. C'était aussi pour vous tendre la main, comme certains vous l'ont tendu, au moment où vous avez vécu cette terrible catastrophe? Oui, bien sûr. En fait, on a vécu vraiment un grand élan de solidarité. Beaucoup de gens sont venus vers nous, ont voulu nous aider, nous soutenir et être là pour nous. Et donc, ça nous a fait beaucoup de bien. Ça nous a vraiment aidés. On a voulu, à notre tour aussi, avec les personnes justement qu'on a rencontrées, qui étaient à la base des inconnus et qui sont devenus aujourd'hui des amis. On a voulu aussi continuer dans cette aide et on a estimé bon de créer cette association pour soutenir les victimes, les autres victimes et venir en aide au maximum. Que ça soit point de vue psychologique, que ça soit... on a 3 buts ici dans l'association, 3 premiers buts.
qui est tout d'abord le premier de soutenir les victimes, d'être là pour eux, de les aider à se relever. Le deuxième but, c'est de faire valoir nos droits et d'entrer en dialogue avec le gouvernement. Et puis faire de la prévention auprès des jeunes. Parce que voilà, il faut faire de la prévention, il faut prévenir ces jeunes, il faut aller à leur rencontre, il faut leur parler, il faut leur expliquer de certaines choses. Et plutôt que de réparer ensuite plutôt que de réparer ce qui, comme aujourd'hui, ce qui se passe. Mener de la prévention et de la sensibilisation. Voilà. Merci beaucoup, Loubna. Je ne vous retiens pas plus longtemps parce que autour de vous, et je rappelle, vous étiez en direct de Bruxelles. Donc voilà, je suis encore fort émue avec mon mari qui est là en ce moment avec moi. Donc voilà. Vous l'embrassez très fort pour nous, Loubna. Merci d'avoir été juste ces quelques minutes avec nous, en direct de Bruxelles, en direct des commémorations qui ont lieu en ce moment même à l'aéroport de Bruxelles. Merci encore, Loubna. Je vous en prie. Bonne journée. Merci. Au revoir. Merci, au revoir. Nous allons prendre maintenant, sans transition, la direction de Paris pour vous parler d'un important événement qui va se tenir à compter de demain. Je parle bien sûr du Salon du Livre de Paris qui résonne cette année un peu différemment pour nous puisque vous le savez, le Maroc est l'invité d'honneur et notre invité à nous ce matin pour en parler est Mohamed Lotfi Mrini. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le secrétaire général du ministère de la Culture et vous faites partie du commissariat général du Salon. Le Maroc à livre ouvert, c'est le thème choisi pour la signature marocaine. Alors c'est un important salon à Paris, on va en parler un petit peu pour nos auditeurs qui accueillent pas moins de 155 000 visiteurs. Ça, ce sont les chiffres de 2016. 33 000 professionnels du livre, il y a plus de 800 événements et rencontres durant les 4 jours. On va parler, si vous le voulez bien, avant d'évoquer les auteurs, avant d'évoquer les éditeurs, nous présenter un petit peu à nos auditeurs ce matin le pavillon marocain. À quoi il ressemble, quelle surface il fait, enfin dites-nous tout. Le pavillon du Maroc va être déjà réalisé sur une superficie de 450 mètres carrés. Il a été confié à une agence marocaine d'architectes, Louis Choy. Et il a été conçu d'abord avec du bois, donc c'est un matériau noble, je dirais très écologique. C'était un clin d'œil à la COP21 de Paris 22 de Marrakech. C'est une librairie ouverte. Il a été conçu comme un grand amphithéâtre où des livres vont être exposés, mais également avec une scénographie qui permet une fluidité dans la circulation. Et avec ce thème d'ouverture, le Maroc à livre ouvert, le pavillon Maroc va traduire effectivement cette ouverture de la culture marocaine. Donc, ça va être un espace d'invitation à des rencontres avec des auteurs pour les débats, etc. Et je pense qu'au niveau du caractère contemporain de ce plan, il va faire école. Nous avons déjà vu ce qu'ont réalisé les autres pays qui étaient invités d'honneur dans les dernières années. Et c'est des grands pays, vous savez, c'est le Japon, c'est la Roumanie, le Brésil, l'Argentine et le Maroc. Et cette année, invité d'honneur, c'est le premier pays arabe, le premier pays africain qui est à l'honneur à Paris. Et pour nous, c'est un motif de fierté. Voilà, un grand pavillon, une gigantesque bibliothèque, une librairie, un amphithéâtre, un espace de rencontre et un espace de projection également. Alors, combien d'auteurs, combien d'éditeurs font le déplacement à Paris? Beaucoup de monde. Les Marocains, pour les professionnels, c'est 42 éditeurs marocains qui font le déplacement. Il y a bien sûr la présence de quelques éditeurs français qui publient à des auteurs marocains en France. Et nous avons une centaine d'invités en tant qu'intervenants, auteurs, conférenciers, qui ont fait le déplacement, qui vont le faire dans les heures ou les jours qui suivent. Donc c'est un événement important, c'est un événement d'envergure, c'est une fenêtre pour faire rayonner la culture marocaine et le ministère de la Culture, le commissariat général a pris toutes les dispositions pour que le maximum de personnes puissent être présentes. Comment ça s'est passé justement pour les auteurs, les éditeurs? Comment ont-ils été choisis?
Alors, les Ou est-ce que ce sont eux spontanément qui ont dit nous, on veut être présents absolument? Oui, non, pour les éditeurs, il n'y a pas de souci. Nous avons un cahier de charge pour toutes les participations marocaines à des salons internationaux. Et donc, c'est un process qui est annuel. Donc, il y a eu, je pense, une vingtaine d'éditeurs au départ qui s'étaient inscrits dans le cadre de la procédure normale. Mais une fois que Paris est devenu, on est invité d'honneur, on a ouvert, si vous voulez, à tous ceux qui voulaient y aller. Et c'est comme ça qu'on est arrivé à ce chiffre de 42. Parce que même les petites maisons d'édition qui avaient parfaitement leur publient place. à des auteurs connus, moins connus, on a considéré qu'il était de notre devoir, en tant que ministère de la Culture, de leur permettre cette présence qui peut-être ne va pas se présenter dans 20 ou 25 ans. Les auteurs? Alors, les auteurs, ça a été fait en 2 temps. On avait sorti une première liste d'une 30aine d'auteurs parce qu'on avait des deadlines avec la partie française, mais c'était resté une liste ouverte. On a demandé à tous les éditeurs de nous envoyer leur liste d'auteurs et par rapport à la programmation qui a été conçue au commissariat, c'est-à-dire au thème qui a été choisi et dans les espaces rencontres, soit dans l'espace littéraire ou hors les murs, parce qu'il y a des auteurs marocains qui font le tour de France, hors de Paris actuellement. Donc, dépendamment de ces thématiques-là, on a considéré un peu qui étaient les plus à même de répondre à cette attente. Bien sûr, dans la centaine, il y a des incontournables. Il y a une vingtaine qui sont concourisés, qui sont primés, etc., qui sont là. Des auteurs de générations différentes, des Marocains du Maroc, des Marocains de France et d'ailleurs, des Français du Maroc. Il fallait qu'il y ait toutes les sensibilités, amazigh, arabophone, hassani, etc. C'est-à-dire le Maroc pluriel dans sa diversité devait être représenté. Et donc, c'est pourquoi on a ratissé très large à ce niveau-là. Et je pense que ça serait de mauvaise foi de considérer que quelqu'un a été oublié. Il y en aura toujours un peu quelques frustrations obligatoirement. J'en sais rien, mais personnellement, on ne pouvait pas, bien sûr, emmener tout le monde. Généralement, ça se passe avec 30 auteurs. Voilà, c'est ça que je voulais vous... Habituellement, c'est combien d'auteurs quand vous avez été contacté par le commissariat général de Paris? En général, on vous dit combien? C'est 30. C'est 30. Et vous en emmenez 100? On en a pris 100. Parce qu'on a considéré que... Ça, c'est bien marocain, ça. Non, ce n'est pas une attitude sénériale. C'est tout à fait normal par rapport... Si vous voulez, le 30, c'est lorsque vous... c'est le Japon, c'est la Roumanie, c'est le Brésil, etc. Ils ne sont pas francophones à la base. D'accord? C'est 30, c'est pour faire connaître un peu la palette des auteurs et de ce qui est produit. La production francophone marocaine est, je dirais, unique en dehors de la France. Il n'y a aucun pays hors de la France qui a 4 concours. Nous avons 4 concours et nous avons bien sûr d'autres Marocains qui ont été primés à différents prix. Et donc, nous avons aussi une vitalité, une effervescence. Nous avons plusieurs générations d'auteurs qui se succèdent. Et donc, on devait prendre tout ça en considération. En plus, n'est-ce pas, c'est une occasion pour parler du Maroc, de sa diversité, de son histoire, de ce qu'il fait, de ce qui marche pas. Et donc, en France, à Paris même, et on connaît la qualité des relations entre le Maroc et la France, leur profondeur, la présence des Marocains en France. Il y a une très grande communauté marocaine à Paris, dans les environs, vous le savez, dans les banlieues. Donc, il fallait prendre tout ça en considération pour proposer une programmation qui puisse d'une part faire connaître ou donner la parole à des Marocains qui ont écrit, qui ont été primés, qui étaient des penseurs, etc. Et par rapport aux visiteurs, au public qui va venir, ou à celui qui est aux alentours et auquel on devait aller à la rencontre. Voilà. Quelles sont les retombées que vous espérez? D'abord, c'est des retombées sur l'image du Maroc. C'est important, vous savez, le Salon de Paris est un salon de grande envergure, donc il y a des retombées médiatiques énormes par rapport à ça. Et nous-mêmes, au niveau du commissariat, il va y avoir un Web TV chaque jour, un journal quotidien, etc. Et donc, il y a des retombées au niveau de la France, du marché français. Pour les professionnels, c'est important. Pour nos auteurs également, c'est important puisqu'ils vont être plus proches de leur lectorat.
parce que c'est un moment où il va y avoir un focus énorme sur ces personnes. Vous savez, nous, on connaît nos auteurs très bien. Mais, je ne sais pas, le français de province, si vous sortez de quelques, si vous voulez, îlots d'élite, on n'est pas aussi connus que ça. Donc, ça va être l'occasion pour un grand nombre d'auteurs marocains d'être connus, à des maisons d'édition de trouver des pistes de distribution dans le réseau français des librairies et de façon, je dirais, plus ponctuelle, de faire rayonner la culture marocaine à travers les avancées du Maroc. Nous connaissons une effervescence que peut-être les gens dans l'Hexagone ne sont pas au courant. Notre politique culturelle, notre philosophie de gouvernance, qui est au Maroc aujourd'hui un modèle exemplaire pour l'Afrique, cette profondeur africaine. Donc, je pense que les retombées, tant au niveau médiatique qu'au niveau commercial, proprement dit, qu'au niveau de l'image d'un Maroc ouvert, moderne, mais avec toujours cette touche d'authenticité que nous avons, et d'ailleurs qui sera reflétée dans le pavillon Maroc, avec la gastronomie. Notamment, il y a un grand traiteur marocain qui va être dans le salon. Ça va beaucoup intéresser Youssef parce qu'il ne peut pas se passer de... Là, vous m'intéressez. Là. Voilà. Les livres, ça ne lui parle pas. Mais la thématique de l'assiette l'assiette ouverte, ça c'est bien. Ça va mieux. Est-ce que vous parlez d'un point important, vous parlez de la diaspora marocaine à travers ce salon du livre qui est effectivement l'occasion encore plus donnée de faire découvrir nos auteurs également au niveau des Marocains du monde. Est-ce que justement, au sein des consulats, peut-être, est-ce que le ministère de la Culture a ouvert un peu les portes en dehors du salon pour tous ceux qui ne peuvent pas y aller? Ce qu'on a fait, c'est que pour être un peu dans les autres villes en dehors de Paris, voilà. Nous avons donné l'occasion à des auteurs marocains d'être présents dans des événements hors les murs. Ainsi, je pense 9 ou 10 villes françaises qui ont été sélectionnées. Et on a, avec le réseau des librairies, avec l'apport des consulats marocains dans ces villes, choisi ces sites pour que ces auteurs-là puissent présenter leurs œuvres à des publics en dehors de Paris. Très bien. Ça va se passer où? Dans des librairies? Dans des librairies. C'est commencé depuis le 15 ou le 16. Il y a beaucoup d'auteurs qui vont y aller. Il y a Mamoul Hababi, Mahassoua, ainsi de suite, qui sont déjà dans ces librairies et qui font la promotion, si vous voulez, à travers eux, de la culture marocaine. Est-ce que ça peut avoir des retombées économiques pour nous, ce salon? Vous voulez dire pour le secteur du livre? J'ai dans la flosse à un moment donné. Là, je ne sais pas ce que j'ai, c'est toujours comme ça. Non, mais des retombées économiques, elles peuvent être aussi... Vous parlez de l'image du Maroc à ce salon du livre, montrer justement la diversité culturelle du Maroc. C'est aussi peut-être les faire venir un petit peu ici, j'imagine. Il est très difficile de donner un chiffre exact sur l'impact économique d'une activité donnée, mais cela peut se concevoir. D'abord pour la filière du livre elle-même, qui va donc avoir plus d'impact sur ses ventes. Ça, c'est évident. Donc, on considère que peut-être la circulation du livre du Maroc en France va être multipliée par 3. Donc, ça, c'est un gain pour consolider un peu l'industrie du livre et lui permettre d'avoir des assises plus pérennes, des contacts plus fructueux. Et d'ailleurs, dans la programmation, il y a une série de rencontres professionnelles. Parce qu'un salon du livre, c'est également l'occasion pour les professionnels d'échanger des droits, d'échanger sur les pratiques, etc. Et d'un autre côté, certainement sur les 160 000 personnes qui vont venir au salon, à travers toute l'activité médiatique qui va être alentour, ça va donner certainement envie à une population pour aller visiter peut-être le Maroc, d'aller voir de plus près ce dont on parle. C'est l'un des objectifs, mais non chiffrés. Combien ça vous a coûté, vous, au ministère? Est-ce que ça vous a coûté très cher? Le salon de Paris
C'est une prise en charge du salon ou c'est le ministère qui met de sa poche? C'est le Maroc, c'est le ministère de la Culture qui prend en charge. Je sais que vous avez un tout petit budget, un tout petit budget au sein du ministère de la Culture. Absolument, mais comme c'est une opération spéciale, nous avons reçu un budget spécial. D'accord. La France, vous savez que le Salon de Paris, au niveau logistique, est confié à une société de droit privé français. Et donc, nous avons signé une convention en début septembre ou en fin août, qui nous coûte à peu près 800 000 € hors taxes. Et donc ça, c'est pour la réalisation physique du salon, pour les activités de communication autour du salon, tout ce qui est, si vous voulez, médiatisation et prise en charge à travers le paiement que nous effrayons des 30 auteurs dont on a parlé. Alors tout le reste, avec bien sûr une énorme exposition sur les manuscrits, qui va être ouverte, inaugurée dans quelques heures, aujourd'hui même. C'est un travail gigantesque qui a été accompli par la direction des Archives royales et en collaboration avec le ministère. Et donc, c'est sûr que le chiffre va avoisiner peut-être 14 millions de dirhams dans ces alentours-là. Je vais vous poser une question qui n'a rien à voir, mais rien à voir. Je sais que vous êtes un passionné de livres depuis toujours et qu'on est en pleine formation du gouvernement. Votre espoir, ce serait aussi que peut-être dans ce nouveau gouvernement, Inch'Allah, qu'il y ait une place plus importante pour la culture, qu'il y ait un véritable budget culturel, que le ministère de la Culture puisse avoir les moyens de ses ambitions? C'est une décision politique, vous savez. Oui, je sais, mais justement. Il y a, je dirais, un certain consensus, une unanimité sur l'importance de la culture en tant que vecteur économique, en tant que ciment pour la cohésion sociale, etc., pour l'identité. Il y a eu même, lors de l'ancien gouvernement, une annonce pour doubler le budget du ministère de la Culture. Ah, on l'a entendu dans tous les programmes des politiques durant la campagne. Cela n'a pas été suivi des faits. Dans tous les cas, notre souhait et notre ambition, c'est d'aller progressivement sur 5-6 ans vers un budget de 1%. Nous sommes aujourd'hui à 0,22% en comptabilisant même le CCM, certains secteurs qui échappent au ministère de la Culture en tant que tel, mais qui font partie de la culture. La culture est transversale. Et donc, si on peut aller sur 6 ans vers 1%, on l'approcherait. Il y aurait de quoi mobiliser plus de moyens. Mais vous, monsieur Moulini, excusez-moi, ça vous révolte de vous dire quand on sait que la culture fait partie de l'ADN, c'est l'identité même d'un pays, ça représente absolument tout. Ça vous révolte de vous dire on n'a que 0,22%? J'ai deux casquettes. Pour parler sincèrement. J'ai une casquette de technocrate et à ce chiffre-là, je gère l'existant. Maintenant, si vous voulez que c'est Moulini lui-même qui vous parle, c'est monsieur Moulini que je voudrais qu'il me parle ce matin. Je ne fais que plaider tout le temps. Autant auprès de la société civile, auprès du gouvernement, du ministère des Finances, des opérateurs, des personnalités influentes. Je pense qu'au niveau de savoir si c'est important, tout le monde est d'accord. Ben voilà. Maintenant, il faut le traduire. Oui, il faut le traduire dans la loi de finances. Nous avons présenté des projets. Vous savez, la culture, le projet sur 6 ans, il réclame au moins 5 milliards de dirhams. D'accord, c'est ça. Oui. Nous avons cette projection avec des fiches de projet. Ce qui n'est pas grand-chose en réalité. Et là, surtout que l'impact sur le budget de l'État, il est de 0, quelque chose. C'est-à-dire que le fait même de doubler le budget du ministère de la Culture n'aurait aucun impact significatif sur le budget de l'État ou sur les équilibres fondamentaux aussi. Parce qu'à la base, il est en main surtout que, je ne veux pas faire ici de comparaison avec d'autres pays qui sont proches, mais avec lesquels nous sommes très loin. Donc, il faut qu'il y ait... Sincèrement, parce que c'est moi qui vais les citer, si vous voulez, les pays proches. Mais c'est vrai qu'il y a une telle volonté, que ce soit de nos artistes, de nos auteurs, et à tous les niveaux, ce besoin, il est là. Et c'est vrai qu'on a, comme je le disais, durant la campagne électorale, beaucoup d'hommes politiques, beaucoup de partis politiques se sont engagés à augmenter le budget du ministère de la Culture.
Ben, que voulez-vous? On est tous d'accord sur le principe. Alors, Maintenant, il faut que, au niveau de la les prise de promesses soient décision, tenues. que cela se concrétise. On verra. Ça dépendra aussi du nombre de lignes qui vont être consacrées à la culture dans le programme du gouvernement. Et s'il y a une annonce dans ce programme de cette volonté de donner à la culture la place qu'elle mérite, parce qu'elle est transversale, parce qu'elle est importante, parce que l'avenir du Maroc et l'avenir de la stabilité du Maroc, et je le dis en toute franchise, dépend de ça. Vous savez, l'ouverture à la beauté, à l'esthétique, à la musique, à la culture, ben, ça vous fait des gens, ça vous construit des personnes qui sont loin de la radicalité. Je vous coupe, etc. excusez-moi, parce qu'on a un rendez-vous avec les news. Restez avec nous, on poursuit tout de suite après. Parfait. Et on reprend la discussion avec l'invité du jour. Je vous le rappelle, on parle de cette mise à l'honneur du Maroc lors du Salon du Livre de De Paris. Paris qui s'ouvre demain et notre invité ce matin est Mohamed Lotfi Mrini, secrétaire général du ministère de la Culture. Il fait partie du commissariat général du Salon. Une question, comment s'est faite l'attribution au Maroc de l'invité d'honneur? Parce que en fait, c'est chaque pays qui fait une demande officielle. Ben, nous avons reçu vers le mois d'août dernier une invitation de la France qui a été portée à notre connaissance pour être l'invité d'honneur et nous avons répondu rapidement, favorablement. Ça fait longtemps qu'on attend aussi. Ça fait longtemps et ce n'est pas toujours évident. Hein. Vous savez, il y a deux Pourquoi aspects. Il y a l'aspect financier. Hein. Si vous voulez, le Maroc participe à une vingtaine ou plus d'une vingtaine de salons à l'international. Et cette année, ça a été encore un véritable défi. Parce qu'en l'espace de 3 mois, nous avons été invités d'honneur au Caire, au Salon international du Caire. Ouais. On a organisé le Salon de Casablanca en invitant 11 pays africains de l'Afrique centrale, avec les 11 ministres de la Culture. Et dans la foulée, nous sommes invités d'honneur à Paris. C'est-à-dire que nous avons travaillé très très fort pour que pour chacun de ces rendez-vous, l'on puisse être présent et avoir la qualité et l'impact des événements. Maintenant, est-ce que ça ne s'est pas fait il y a longtemps? Parce qu'il fallait qu'au ministère, il y ait une vision et des moyens. Hein. La présence à Paris n'est pas comme la présence dans n'importe quel salon. Elle est onéreuse. Et vous savez qu'à Paris, il peut même y avoir des villes qui pourraient être invitées d'honneur, des villes. Et le prix, c'est 5 millions de dirhams. Donc, on a essayé de voir à droite et à gauche qui pouvaient aussi faire valoir, si vous voulez, Casablanca, par exemple, ou Rabat, ou Fès, etc., ou Tanger. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait une prise de conscience de l'importance de la promotion du pays, des villes, de sa culture à l'extérieur, et aussi qu'il ait les moyens. C'est important que l'on puisse avoir les moyens. Vous voyez, là, c'est vous qui parlez d'argent. Mais c'est normal. Je suis à la base un manager, et donc... lorsque je fais mon projet de budget, je considère l'existant. Je ne rêve pas. Je rêve en tant que citoyen. Mais vous savez, les chiffres, ils sont entêtés, comme dirait l'autre. Ça vous donne pas envie, là, vous êtes à l'antenne de Radio 2M, vous êtes sur une radio publique, de lancer justement un appel. Il y a la casquette politique, mais il y a aussi l'homme, vous le disiez tout à l'heure, de lancer un appel aux politiques et de leur dire vraiment, pensez-y, la culture ne doit pas être la grande oubliée. On le fait à chaque instant. Croyez-moi, j'attends pas de venir ici à vos studios pour le dire. On le fait à chaque instant, on sensibilise les décideurs, et nous aussi. La société civile, etc. Il y a même des groupes qui sont constitués pour réclamer d'intellectuels, pour réclamer le 1%. Nous y avons adhéré. C'est-à-dire qu'au jour d'aujourd'hui, on n'est pas en train de convaincre un convaincu. Vous savez, il faut convaincre les autres et il faut pousser, si vous voulez, ce travail de lobbying qu'on est en train de faire ici en direct pour qu'il puisse aboutir. Et jusqu'à présent, je vous dirais que jusqu'à il y a 2-3 ans, le ministère de la Culture n'était pas sur la map du tout, c'est-à-dire en termes de budget. On est en train de... Excusez-moi, j'ai pas compris. T'es pas mis sur la carte, en fait. Vous savez, les ministères au Maroc, il y a les gros ministères, les moyens ministères et les petits ministères. Le ministère de la Culture est considéré comme un petit ministère. Voilà. Et donc, lorsqu'on parle de la culture du Maroc, de la stabilité, etc., on parle d'ambition, on parle d'objectifs, on parle de nécessité. Et donc, et en plus, le Maroc est une grande puissance patrimoniale.
Et Mais je parle patrimoine physique. Au-delà de ça, si vous me le permettez, ça peut être un véritable levier économique, ne serait-ce que pour notre tourisme. Ça, on le fait. Bien sûr que vous le faites. Au niveau du ministère, il y a une stratégie pour faire de la culture et des industries culturelles et travailler avec le tourisme. Tout ça, c'est-à-dire au niveau de la programmation est prêt. Maintenant, c'est l'envergure de l'intervention. Et l'envergure de l'intervention dépend des moyens financiers. Mais, si vous voulez, au niveau de la programmation, on l'a, mais on ne peut pas la réaliser comme on le souhaiterait. C'est une question de vitesse, de rythme et d'envergure. Si on veut vraiment réaliser des choses et aller de l'avant, il faut que le ministère de la Culture devienne plus important. En termes budgétaires, je ne parle pas, la culture elle est importante par elle-même. Parce que l'homme, au fond, sa personnalité, ce qu'il devient, ce qu'il sera, c'est la culture. Et le Marocain de demain, il sera ouvert, il ne sera pas ouvert. Donc, comme je vous disais, c'est une nécessité aujourd'hui. Je pense qu'il y a de plus en plus de convergence au sein même de la société politique sur cet aspect-là. Maintenant, on est pressé de voir se concrétiser la chose. Voilà, alors il y en a un qui est un petit peu déçu que l'invité d'honneur est du Maroc et le monde arabe et l'Afrique ait pris autant de temps. Et il a un petit avis sur la question. Youssef Qsir. Radio 2M. Youssef Qsir nous prend de court. Alors moi, dès que j'ai su qu'on parlerait du Salon du Livre de Paris, je me suis précipité sur le site internet pour avoir plus d'informations sur le sujet. Et c'est là où j'apprends que depuis que le Salon a entamé son tour du monde littéraire en 1988, c'est bien la première fois qu'un pays du monde arabe ou un pays africain est invité. Depuis 88, hein. Ça fait 29 ans que le Salon fait son tour du monde, mais en évitant l'Afrique et le Moyen-Orient, l'Afrique du Nord. Hein. Comme quoi, un tour du monde, mais en court-circuit, on va dire. L'invitation du Maroc, l'invitation du Maroc, au-delà de la qualité de ses auteurs, de sa culture, de sa littérature, offre d'autres avantages d'ordre économique. Une grande majorité des auteurs se trouvant déjà sur place, c'est quand même une aubaine pour les organisateurs, en tout cas, au lieu de de se ruiner en frais d'avion et d'hôtel, ils n'auront qu'à payer les tickets de métro. Hein. Ils sont pas très loin. Mais qu'à cela ne tienne, le plus important, c'est que la littérature de notre pays soit mise à l'honneur. L'année dernière, Leïla Slimani remportait son prix Goncourt grâce à son roman Chanson douce. Une belle consécration qui met la lumière sur le talent d'une femme, premièrement, une femme africaine et une femme marocaine. Autant d'ouverture de la part de l'Académie Goncourt, de quoi justifier les futurs 100 lauréats masculins sans aucun problème. Il y aura des auteurs de toutes sortes, de quoi représenter le spectre riche et varié de notre littérature. La seule chose qui me fait un peu peur, c'est qu'en parcourant la délégation en déplacement à Paris, je n'ai pas vu un seul correcteur. On se rappelle tous de cette faute d'orthographe en 2013. Désolé, je dois remuer le couteau dans la plaie. Hein, une faute d'orthographe que les éditeurs marocains risquent de ne pas oublier. Allez, je vais arrêter la critique. J'espère que cette première permettra surtout à nos auteurs moins connus de se faire plus connaître et ceux qui sont connus de se faire encore plus reconnaître. Réaction ? Non, j'adhère parfaitement à ce qui a été dit, au-delà de l'anecdote des correcteurs. Le Maroc y est, on devrait tous nous réjouir. Mais on se réjouit. On se réjouit tous. Dire que c'est arrivé, moi je dirais, il vaut mieux tard que jamais. Oui. Et pour nous, être le premier pays africain, le premier pays arabe, c'est la consécration de la place du Maroc, c'est important. Depuis 1988, vous savez, est-ce que vous savez c'était quoi la production littéraire marocaine en 88 ? Combien de livres par an ? Et donc aussi la présence d'un pays sur un grand salon, oui. Elle est d'abord, elle traduit la vitalité de l'édition aussi, hein, de la production littéraire, des romans, des recueils de poésie, etc. Donc nous sommes arrivés aujourd'hui grâce à la vitalité de la culture marocaine, des écrivains, des auteurs marocains, et au développement, si vous voulez, de la branche de l'édition du livre du Maroc à un point qui rend que nous sommes tout à fait prêts et disposés pour intégrer le Gotha, parce qu'il faut le dire. Hein, en Afrique, c'est pas évident d'aller à Paris. Dans le monde arabe, c'est pas évident d'aller à Paris. C'est pas parce que les gens n'ont pas les moyens. C'est pas une question de moyens à ce niveau-là. C'est une question de profondeur et de qualité de la production. Et aujourd'hui, nous, on est heureux de constater que depuis 15-20 ans, là,
cette production-là, elle connaît une grande vitalité et ça se traduit par les prix qu'elle récolte ici et là. Et donc, ça tombe à point nommé. Et moi, je me réjouis que ça se fasse en 2017, même si ça a été très, très rapide, qu'on a travaillé un peu dans l'urgence, etc. Mais c'est une opportunité, c'est une fenêtre qui a été ouverte. Et je pense qu'on a pris la bonne décision de nous y engouffrer rapidement. Dernière question, prochaine étape, il y a un salon très très attendu. Vous savez, la liste des salons, on est sur 22 salons de par le monde. Non, mais le prochain, par exemple? Le prochain, je pense, ça va être dans un pays arabe, c'est la Tunisie, je pense. L'année dernière, on était invité d'honneur en Tunisie. Donc, nous sommes présents sur l'Afrique, sur les pays arabes, en Amérique latine, en Europe. Il va y avoir prochainement aussi Francfort, qui est le plus grand salon des droits d'auteur, et où le Maroc, depuis 2 ans, on a une présence, c'est-à-dire un stand. Et c'est là où commence vraiment la constatation, le constat que vous avez un secteur qui fonctionne. C'est lorsqu'on commence à échanger des droits. Et nous avons déjà mis en place le hub de Casablanca pour l'échange de droits depuis 2 ans. Et donc, au niveau de l'international, au niveau de l'exportation du livre, on est sur la bonne rampe. Aujourd'hui, auparavant, ce n'était pas possible. Mais aujourd'hui, avec la maturation du secteur, c'est quelque chose qui est faisable. Et donc, on est en train de pousser vers l'amélioration de la présence marocaine, du livre marocain à l'étranger. Et nous faisons tout pour ça. Le train est en marche et prend de la vitesse. Merci Mohamed Lotfi Mrini. Je rappelle que vous êtes le secrétaire général du ministère de la Culture et vous faites partie du commissariat général du salon, le salon du livre de Paris, le Maroc invité d'honneur, ouverture, ce sera demain, inauguration. Exactement, et depuis qu'on est invité d'honneur du Salon du Livre de Paris, j'espère que nos auteurs seront unstoppables.